œuf maillot, le podcast native qui vous met l'eau à la bouche. Aujourd'hui, nous recevons Valentine de Ganay, fondatrice des Jardins de Courrance. Bonjour Valentine Hansen de Ganay, merci de nous accueillir au château de Courrance. Vous avez hérité avec vos cousins du domaine de Courrance, situé à 50 km de Paris, entre l'Essonne et la Seine-et-Marne. L'édifice séculaire a vu renaître son potager et vous avez créé en 2013 un projet dont l'ambition était, je vous cite, « la révolution agroculturelle afin de nourrir le Grand Paris avec des produits locaux, frais et savoureux ». Le potager de 2,8 hectares n'était que le début d'un projet plus vaste de réinventer l'agriculture sur 500 hectares autour du château qui s'étendrait sur la plaine jusqu'à Fleury-en-Bière dans le 77. Valentine, est-ce que vous pouvez nous présenter les Jardins de Courrance et la jeunesse du projet? Vous connaissiez Courrance, le parc avant, en étant parisien. Donc c'est un endroit qui reste qui est connu mondialement comme jardin assez unique. Donc c'est jardin français, mais un peu romantique, mais un peu contemporain. Pour toutes sortes de raisons, je ne vais pas vous faire l'article aujourd'hui. Mais c'est pour ça que j'ai, dès le début quasiment, donc en 2013, choisi de déposer une marque, même si mon instinct n'est vraiment pas commercial, mais enfin c'était plutôt une illustration de la vision. Tout ce qu'on produirait un jour peut-être dans la plaine ou dans le potager, ça va s'appeler le label les Jardins de Courrance. Alors certains membres de ma famille disent, mais c'est complètement con comme titre, on ne sait pas de quoi tu parles, du jardin historique ou de la plaine. Mais je dis, c'est justement ça l'idée. Si ça c'est aussi beau que ça, pourquoi est-ce que le reste ne serait pas aussi intéressant à l'œil qu'autrement? Mais donc, parce que quand je suis arrivée, ce qu'il y avait entre le château de Courrance, donc qui appartenait à mon père, et le château de Fleury, qui appartient aux frères de mon père, de l'autre côté de l'autoroute, mais c'est l'autre département, était comme une espèce de jachère de 500 hectares. Vraiment un truc assez terrifiant à voir. C'est parce que je suis celle qui était physiquement le plus souvent sur les lieux. J'étais pas du tout fermière au départ, mais je voyais qu'il y avait quand même comme un défaut, quoi. Il y avait quand même un trou. Il semblerait que les gens voyaient ça, voyaient l'autre endroit qui est pas mal, et il y avait une espèce d'angle mort de papillon. Voilà. Un très vilain et très fait brûler le papillon qui a pêché. Enfin, on voyait pas ce qu'il y avait au milieu. Ça, c'est un paysage merveilleux, très rare. En France, en Île-de-France, vous n'avez plus que 2 élevages de vaches à lait. 2 élevages en Île-de-France, ok, je dis bien. Tout le monde boit du lait bio. Il n'y a pas un élevage de lait bio en Île-de-France. Là, je viens d'aider un voisin à passer en bio son élevage. Il repart sur une autre lancée. Je pense qu'il y a pas beaucoup de Français qui mesurent la violence de ce milieu qui est en train de se réinventer. Enfin, vous savez que c'est la couche socio-professionnelle au monde où il y a le plus de suicides, y compris en France. Il faut le dire, ça. Le potager, il est bio depuis 2015 et la plaine, ça passe en bio l'année prochaine. Donc voilà le potager par lequel j'ai commencé. Le potager Claude Mur, 2,8 hectares. Voilà les caméras de Tomato & Co. J'ai gardé la préséance pour les serres. C'est moi la première qui m'en sert, c'est le cas de le dire. Mais ils ont la majorité de la surface. La plaine n'allait pas bien. Mon père était celui qui la gérait jusqu'à sa mort, vraiment. On est 10 cousins aujourd'hui propriétaires. 2 garçons et moi, on a proposé ce projet pour la plaine pour la faire prendre un nouveau cap. Et en même temps, c'est mon fric à moi. Là, je me suis dit, c'est trop dommage de ne pas ressusciter ce potager. En fait, j'avais lu un article dans un magazine idiot, genre Côté Ouest ou je sais pas quoi, où on parlait du potager le plus merveilleux de la planète à Rosendal, à Stockholm. Vous pouviez lire votre journal, acheter votre café, cueillir vos fleurs, manger, boire en frais. C'est le monde entier de manière associative et sympa. Et moi, j'avais un petit peu, je ne vais pas tout vous montrer, on n'a pas le temps, mais j'avais un petit peu reconstitué les cordons de pommiers, de poiriers, là, dans le jardin historique, enfin, potager historique, mais il y avait une maladie, je trouvais personne pour m'aider. Je me dis, je suis sûre que le mec là-bas, il va pouvoir je lui passe un coup de fil, il va m'aider. Le mec là-bas s'avère être un Français, s'avère connaître Courrance, évidemment, ce qui m'a bouleversée. Et on avait marre du climat suédois. Bref, au bout du 4e coup de téléphone, j'ai débauché pour le faire court. Mais si vous voulez, dans mon esprit, soit je faisais tout, soit je faisais rien. J'allais pas faire le hameau de Marie-Antoinette ici avec Monsanto tout autour. Donc, mais là, je pouvais décider parce que j'étais toute seule et que tout le monde s'en foutait. Là-bas, il y avait 9 cousins et moi.
Et on est une famille qui vient de plusieurs endroits, enfin pas mal d'Argentins, donc des références culturelles de 30 ans en arrière où le glyphosate c'est formidable. Mais je vais vous dire, j'ai un peu les chocottes parce que l'année prochaine je saute dans le vide avec le passage en bio dans la plaine. J'ai eu 3 années, comme par hasard, les 3 premières années où je démarre, c'est les 3 années, il n'y a pas eu 3 années d'affilée aussi catastrophiques d'un point de vue météo depuis la guerre. L'année dernière, je n'ai pas pu payer mes loyers. 25% de grosses fermes céréalières ont mis la clé sous la porte. Donc ce potager est remis en culture, on démarre, le merveilleux jardinier dont je vous parle que j'avais débauché de Stockholm. Ensuite il repart en Suède. Donc aujourd'hui, je répète, 3 débouchés, la boutique du château dont je vous ai parlé. Tout le monde me dit mais il faudrait ouvrir plus. Je dis ok, un jour peut-être. Mais si le développement est au rendez-vous, c'est uniquement parce que j'emploie des woofers. Mais c'est grâce à eux que je peux faire tout ça. Je suis persuadée que vous ne pouvez pas gagner de l'argent dans l'agriculture ou le maraîchage, mettons les deux dans le même panier, sauf si c'est vous qui êtes le cul sur le tracteur et votre femme travaille gratos et voilà, et vous comptez pas vos heures. Donc là, vous dégagez éventuellement une petite marge. Ou alors, si vous réinventez la commercialisation, mais c'est quand même les gros distributeurs qui maîtrisent le truc aujourd'hui. Et donc les AMAP et tout avec qui je travaille, c'est super sympa, c'est des nouveaux modèles, mais il faut vraiment muscler tout ça, quoi. Je travaille déjà avec une AMAP et ça se passe absolument génialement. Et là, je suis en train de me dire, ça m'emmerde un peu de travailler avec une deuxième AMAP. Je voudrais garder de la place parce que je pense que l'avenir, c'est des nouvelles formes commerciales. Donc je veux garder la place, mais bon, bref, donc une AMAP, la boutique du château et Tomato. Et voilà, Tomato, c'était typiquement, au début, on a inventé Tomato ensemble. Ils ont commencé ici sur une petite surface. L'idée, c'est que donc vous êtes abonné, à condition que vous habitiez Paris, vous êtes abonné. Vous choisissez ce que vous voulez qu'on cultive pour vous dans votre petit potager en début d'année. Vous, ça peut être une famille, une entreprise ou un chef. Et donc, on parle de parcelles dédiées. On vous livre à Paris, vous suivez la croissance de votre basilic personnel qui sera planté au premier plan, puisqu'au troisième plan, il y a plutôt des choses qui grimpent, quand même la dinguerie. Donc moi, j'ai mis en place avec eux le truc, mais c'est eux qui ont conçu quand même tout ça. J'ai formé leurs jardiniers, maintenant ils ont leurs équipes et je vous dis, ils ont le gros du potager. Et la demande est là et je ne peux pas répondre à la demande en termes de légumes. C'est pour ça que j'ai multiplié par 3 les surfaces, mais aussi parce que ça m'intéresse d'expérimenter d'autres pratiques. Donc il y a 2 serres là. Non, enfin 3, parce que Tomato vient d'en acquérir une autre et vous apercevez derrière 2 autres. Et il y en a une 3e également à Tomato parallèle. Donc le chiffre c'est 10% de serre pour qu'un truc soit rentable. Moi j'en ai pas tout à fait 10%. Enfin je suis même assez loin d'en avoir 10% par rapport à cette surface. Évidemment que je veux démontrer qu'on peut faire les choses autrement et que ça soit économiquement intéressant, mais quitte à passer en bio, j'expérimente aussi des trucs. La France était un pays ankylosé d'idéologie, donc il y a les bio, et puis il y a d'autres trucs, et les uns qui ne parlent pas aux autres. Mais moi, ayant quand même un très très gros morceau de terrain par ici, tout le monde veut participer au truc. Donc vous voyez, c'est ça, MSV. Donc ça, c'est probablement le truc le plus avant-garde de tout mon projet et qui commence à donner. Donc vous avez donc MSV, ça s'appelle maraîchage sur sol vivant, et vous avez les différents partenaires qui ont bien voulu m'accompagner dans cette aventure. Je ne me suis pas lancée uniquement pour la théorie, j'ai été visiter des expériences pratiquant ce maraîchage et ça m'a tellement impressionnée, j'ai dit allez hop, on va tenter. Et donc il y a un type formidable qui s'appelle Julien Place, qui est presque auto-entrepreneur sur le truc. Et c'est quasiment son business. Donc, c'est-à-dire, le truc, c'est si on démontre que ça marche, c'est formidable parce que ça prouvera que vous pouvez faire du maraîchage en Île-de-France, ou en France, n'importe où, sans irrigation ni désherbage. Est-ce comme la permaculture ? La permaculture est un truc sympathique, absolument même génial, qui ne peut marcher que dans des pays où le travail ne coûte rien. Ou pour un jardin, si vous le faites en famille, sur 150 mètres carrés à Montreuil. Donc regardez la beauté de ces rhubarbes. Le truc, c'est que vous mettez, pourquoi pas de désherbage et pourquoi pas d'irrigation, c'est que j'ai mis 300 tonnes de compost à l'hectare, plus de la paille, et j'en remets tous les ans. L'idée n'étant pas de fertiliser les sols, mais l'idée est de refaire le sol fertile tout seul. Et là, si vous grattez avec une pelle, avec une bêche,
Il y a genre, je ne sais plus les chiffres, mais je fais un relevé scientifique avec l'Institut Pierre et Marie Curie sur pas mal de parcelles différentes. C'est là où il y a le plus de vers de terre de la plaine. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que le potager bio. Le potager bio, vous le remuez tout le temps, donc il n'y a plus rien. C'est ça la différence. Donc là, c'est dégueulasse, mais c'est intensément vivant. C'est un work in progress. On n'est pas du tout bon au début, forcément, pas du tout. Mais la démarche est absolument sensationnelle à mon sens. En termes aussi, on parlait du prix du travail. Le mec est seul sur 3 hectares. Il y a un mec seul. Vous désherbez pas, vous semez pas, vous repiquez pas les pommes, vous semez à la volée dans une espèce de merdier généralisé. Et le merdier se multiplie, quoi. Là où, il faut être honnête, là où par contre, il y a un petit problème de main-d'œuvre, c'est que vu que les rendements sont incomparables avec n'importe quoi d'autre, au moment où ça donne et qu'il faut récolter, là, il faut du monde. Parce que là, j'ai dit, mon cher Julien, je ne sais pas combien de mètres carrés d'artichaut, et c'est maintenant qu'il faut récolter, c'est pas sur 3 semaines. Donc il faut se bouger et trouver du monde. Mais c'est quand même assez génial comme démonstration. L'année prochaine, vous allez passer aux 3/4 en bio. Votre préférence va-t-elle vers l'agriculture de conservation ou l'agriculture bio? Pour les bio, Satan, c'est le glyphosate, on est d'accord? Mais on laboure, on gratte le sol, on est quand même assez actif sur les sols. L'agriculture de conservation, Satan, c'est précisément le travail du sol. On ne devrait pas labourer, on ne devrait pas laisser les sols nus. Et donc, le maraîchage sur sol vivant, certes c'est du maraîchage, mais c'est une illustration de ce que j'appelle, enfin de ce qui s'appelle l'agriculture de conservation. Eux ne se privent pas d'éventuellement mettre un peu de glyphosate tous les 3 ans ou 5 ans, quand tout d'un coup il y a un dépassement dans l'herbe, vous voyez, trop de mauvaises herbes. Et je suis en train de faire des mesures parce que aujourd'hui, même si je suis totalement engagée, je ne saurais pas affirmer que l'agriculture bio ne pollue pas plus que l'agriculture de conservation. C'est-à-dire qu'à partir du moment, d'accord, on ne met pas de chimie, mais si vous remuez, vous ouvrez, vous tout fout le camp. Donc d'accord, c'est propre, mais il n'y a plus un seul élément de vie dans le sol. Alors avec mon immense prétention ou naïveté, quand j'ai commencé à me percuter tout ça, je me suis dit, d'accord, je vais vous faire vous entendre tous, on va faire ni l'un ni l'autre, ni travail du sol, ni chimie. C'est le rêve de tous les agriculteurs. Sauf que là, j'ai pris quelques gadins parce que vu l'état de départ, c'était un petit peu trop ambitieux. Donc maintenant, ce que je fais, et j'arrête mon cours, je passe donc l'année prochaine les 3/4 en agriculture bio, c'est-à-dire la partie qui justement est sur la nappe d'eau qui alimente les 13 bleds du coin et que je me réserve quand même, là où c'est pas sur la nappe d'eau, donc un peu à l'autre bout, une zone d'à peu près 100 hectares où là, je vais faire de façon beaucoup plus systématique de l'agriculture de conservation. Et on va voir dans quelques années le résultat de ces mesures que je fais. Il pourrait y avoir quelques surprises. L'agroforesterie ou le plus grand projet au nord de la Loire. L'agroforesterie, c'est ce que vous voyez là, donc des rangs d'arbres dans des protections contre le grand gibier, toujours. Ce qui m'a coûté cher, c'est évidemment pas les arbres, c'est cette protection spéciale contre le grand gibier. Vous les voyez, les rangées là. Et donc je voulais un peu que cette zone-là, près de la route, c'était pas pour frimer, mais soit un peu une concentration d'expérience, qu'on puisse en voir pas mal d'un seul coup d'œil. Donc vous apercevez là-bas, on ira en caisse par la route. C'est la deuxième zone d'agroforesterie, et puis je vous montrerai la plus importante après. L'agroforesterie, c'est d'abord un truc dans un intérêt agronomique, c'est-à-dire pour ressusciter les sols. Pourquoi? Parce que vous plantez des arbres dans des champs. Alors, il ne faut pas les foutre trop serrés, sinon il n'y a plus de blé, bien sûr. Mais l'idée, c'est que ça fait un apport de compost naturel. Forcément, les feuilles tombent à l'automne. Deuxièmement, les racines des arbres vont restructurer le sol, qui est du porridge autrement dans la plupart des paysages de grande culture. Et alors, je suis le plus grand projet d'agroforesterie au nord de la Loire, donc il n'y a pas encore beaucoup de retours sur expérience encore. C'est ce qu'on faisait au Moyen-Âge, les vaches dans les vergers. En ce sens, on peut presque parler de permaculture où un truc a au moins 3 fonctions. Donc les arbres qui empêchent aussi la trop grande violence du soleil, mais qui ne vont pas faire de l'ombre non plus parce qu'ils sont assez espacés. Et certains disent qu'à terme, ça peut faire jusqu'à une augmentation de 30% de rendement. Et en plus, dans 40 ans, ça fait du bois d'œuvre.
Donc je coupe le bois et on recommence. Et j'ai fait exprès de ne pas faire tout du noyer ou tout du je sais pas quoi, pour pas que ça défigure le paysage dans 40 ans. Mais disons que je dis n'importe quoi, dans 40 ans les chênes sont bons, on coupe les chênes. Dans 50 ans les merisiers sont bons. Vous voyez, ça vous évite de faire une coupe à blanc. Nourrir Paris? Et pourquoi pas fleurir Paris? Mon motto, que certains paysans du coin trouvent d'une prétention un peu insupportable, donc nourrir Paris. Un jour, je rencontre une espèce d'atelier sur les sols en Angleterre. Un mec dans la bobine me disait quelque chose, et puis en fait c'était un fleuriste parisien que je connaissais vaguement. Et puis pendant qu'on suivait cette formation, il me passe un petit papier sur la table en me disant « Et pourquoi pas fleurir Paris ?» Et là je me dis mais il a raison. Et du coup je vais travailler avec lui, et j'adore travailler comme ça veut dire sans fric. Je lui file toutes les partitions, genre ça, ok, plutôt que le grillage, mais là où il y a du grillage, ou lorsque je vais devoir protéger une culture un peu plus. Et c'est lui qui va payer la plantation des haies bocagères, mais qu'on va faire particulièrement florifères, mellifères, voilà. Et lui, il viendra cueillir ces rosiers lianes et ces chèvrefeuilles fous, et pour donner un peu de couleur à tout ça qui n'est pas forcément pensé, conçu en ces termes aujourd'hui. Valentine, quelle est votre philosophie en termes de semences? C'est évidemment intéressant de réfléchir aux semences qu'on emploie. Pour la première fois cette année, je vais produire une partie de mes semences pour ne pas avoir à les acheter l'année prochaine. Ce serait intéressant évidemment de petit à petit pouvoir identifier des semences que j'aurais produites et qui se plairaient sur ce territoire. C'est pas encore quelque chose où je me sens très aguerrie. Ça fait partie du reste de la logique, évidemment. Donc, dans votre projet de développement, vous imaginez être autonome ou faire partie de oui, groupes paysans, bien sûr. Comme Graines de Noé, par exemple? Mais dans le potager, évidemment, on travaille avec des semenciers intéressants que la ferme de Marthe, Cocopelli, vous les connaissez. Et ici, si jamais un jour, et j'espère que ce jour sera prochain, on peut commencer à fabriquer notre pain, c'est sûr que ce sera parce que l'on aura un stock de semences que l'on aura produit et qui sera vraiment le résultat d'une exploration sur le territoire de quel est le triticale ou l'épeautre que l'on veut cultiver. Quel est votre état d'esprit 4 ans plus tard? Je n'imaginais pas l'Everest de boulot que ça représentait dans tous les domaines. Comment dire, la gestion du facteur humain, c'est quelque chose d'évidemment plus subtil, ça n'a rien à voir avec l'écologie ou avec l'agriculture, mais je suis écrivain, donc plutôt solitaire, et je me retrouve à diriger des équipes. Majoritairement des hommes? Non, il y a pas mal de nanas avec moi, ce qui est sympa. Et dans les woofers, il y a tous les pays du monde, et les sexes sont bien représentés dans leur variété. Donc, vous me demandez l'état d'esprit aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis au début Sisyphe qui pousse le rocher. J'ai fait 3 cm sur un Everest qui mesure 8000 mètres, je ne sais pas combien. Une adresse à nous dévoiler? Il y a un type qui est un peu un mentor pour moi à Londres, mais ça ne marchera pas en France parce que je vous dis, on est quand même 30 ans en retard, qui s'appelle Guy Watson, et qui a fondé cet empire qui s'appelle Riverford, en mettant en réseau des fermes bio et en livrant sur votre pas de porte un carton de bouffe, de produits, mais aussi de trucs pour la recette que vous voulez faire. Donc 0 gâchis, le carton recyclé dans la minute. Absolument génial. Mais lui, il dit, le succès de son truc a carrément dépassé son ego. Tellement c'est devenu quelque chose d'énorme, quoi. C'est pas une application numérique, c'est juste 70 000 cartons livrés par semaine et 50 millions de livres de chiffre d'affaires par an.